cas d'amour. Le podcast qui va vous faire vivre de belles amours. Bienvenue en saison 3. Buffet numéro 4, épisode 3 sur 4, l'amour lucide. Nous développons dans ce 3e épisode sur 4 notre idée d'un amour lucide qui aurait pu s'appeler aussi la stratégie dans les relations. Dans la même veine que l'épisode précédent, que faire quand nous estimons que l'autre doit changer certains comportements qui nous mettent en difficulté ou qui nous font souffrir? Pouvons-nous vraiment espérer qu'il, elle, le fasse? Est-ce légitime? Voici le menu du jour et comme d'habitude que nous vous avons préparé avec amour. Bonne écoute. On en était arrêté au conflit Et la probable insatisfaction liée au conflit. Qu'est-ce qui se passe quand les conflits apparaissent? Et on disait que quand on a une approche éthique des relations, il est essentiel de pouvoir considérer l'autre comme un ou une autre qui a une existence réelle et symbolique dans notre vie. Ce qui veut dire qu'on va pas l'écarter ou le jeter dès que des conflits apparaissent. Donc, on disait aussi que les jalousies, les peurs et les insécurités sont considérées comme individuelles. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'une responsabilité personnelle de chacun, de chacune. Mais qu'elles peuvent être écoutées et accueillies dans la relation et dans le dialogue. Je peux te faire part de quelque chose qui me tracasse, qui me rend jalouse, des conséquences en moi, des choses que tu fais ou que tu ne fais pas. Mais je t'en fais part, je te le reproche pas et je n'attends pas de toi que tu arrêtes des comportements qui me mettent en insécurité. Donc là, tu es en train de dire que le sous-entendu, bien évidemment, que dans les rapports amoureux de type romantique, la question de la jalousie étant centrale pour considérer qu'il y a de l'amour. Là, dans le cas que nous on imagine du modèle alternatif au modèle romantique amoureux, serait un modèle où la jalousie est une expression qui peut être liée par exemple à un traumatisme affectif, une peur, une insécurité, et qu'elle est individuelle, et qu'au travers de cette individualité, elle peut être partagée, mais elle ne peut pas être un espace qui s'impose ou qui oblige à des changements de comportement de l'autre, puisqu'on rentrerait encore une fois dans quelque chose de faux. Oui, absolument. Et moi, je ne peux pas dire, par exemple, dans ce qu'on propose, je ne peux pas affirmer que, par exemple, je suis jalouse parce que toi, tu fais ceci ou cela, ou tu n'es pas assez comme ci ou assez comme ça. Et je ne peux pas, on n'aspire pas à se donner la liberté de dire à l'autre comment vivre ou pas vivre ou se restreindre. Moi, je ne me vois pas te dire, par exemple, tu danses le tango, ça me met en insécurité quand tu as une femme dans tes bras. Dans le cadre du tango, il faut que tu arrêtes le tango. Ça me semblerait... je ne peux même pas le concevoir, ça me semble violent. Je ne vois pas comment on peut vouloir limiter la liberté de quelqu'un qu'on dit aimer. Ça n'a plus de sens pour moi. Je comprends comment j'ai pu penser ces choses-là à une époque de ma vie, parce qu'on m'avait expliqué qu'il fallait faire des efforts dans le couple, qu'on peut pas tout avoir, que déjà dans le couple, qui n'est pas le seul modèle de relation qu'on peut avoir, qu'on ne peut pas tout avoir, qu'il faut faire des efforts pour l'autre, il faut prendre soin de l'autre. Là, on serait dans le soin. Si toi, tu te dis, j'arrête le tango parce que toi, ça te met trop mal, tu serais en train de prendre soin de moi, mais d'une façon vraiment qui va pas prendre soin de la relation. On va glisser dans quelque chose qui, moi, ne me conviendrait absolument pas. Oui, donc on va être beaucoup, j'ai l'impression, dans la discussion, dans la nuance entre prendre soin de l'autre et prendre soin de la relation, et que ça va être un peu en conflit par moment, et notamment sur cette thématique de la jalousie qui va activer des souffrances. La jalousie active des souffrances liées à une insécurité en particulier, et cette jalousie qui est considérée comme bonne dans des relations romantiques, je suis jaloux donc ça veut dire que j'aime. Nous on considère que c'est pas un moyen d'évaluation en tout cas de la qualité de l'amour,
Et dans tous les cas, on considère que la jalousie est plutôt quelque chose de l'ordre de la souffrance dont l'autre doit prendre soin en évitant d'être ce qu'il est. Et s'il évite d'être ce qu'il est, du coup, on l'aime plus pour ce qu'il est, mais on l'aime pour ce qu'on a envie qu'il soit. Et aussi parce qu'il y a cette violence de prétendre que l'autre, il s'ajuste à ce que j'attends moi, pour ne pas être bousculé, ne pas être dérangé, etc. Moi, je veux d'un homme qui fasse pas ceci ou cela, comme ça, je ne suis pas jalouse et je n'ai pas de questions à me poser sur l'origine de cette jalousie et pourquoi je prétends que cet homme-là prenne le relais de ma mère. En gros, ce sont des choses qu'on a lues dans le livre de Anne Dufourmontel quand elle explique que quand on n'est pas correctement sorti de la relation de dépendance avec la mère, il y a quelque chose qui n'est pas complètement autonomisé et qu'on va mettre le conjoint à cette place de remplacer le premier lien d'amour. Et c'est source de beaucoup de souffrance, de beaucoup de malentendus, et c'est légitimé par le modèle proposé, par le modèle classique. C'est ça que nous, on trouve à la fois maintenant complètement incompréhensible et pas souhaitable. Oui, c'est marrant, j'ai comme une idée comme ça qui me jaillit sur le pourquoi on considère que la jalousie est une preuve d'amour, comme si c'était indissociable, la jalousie de l'amour, bon, pas que la jalousie, et pourquoi on va considérer que s'adapter à l'autre, c'est indispensable dans une relation amoureuse. J'ai la sensation qu'à l'issue d'une période différente, c'est-à-dire où on n'avait pas tellement le choix dans son partenaire ou dans ses partenaires, pour des questions de nombre de population, par exemple, de liberté de mouvement, de mobilité, d'autonomie, à une certaine époque, pour réussir une relation, il fallait se plier à l'autre qu'on n'avait pas tellement choisi. Et alors que j'ai la sensation que là maintenant, que la liberté est beaucoup plus présente dans notre société occidentale, on a le choix et on peut restreindre son choix à des personnes beaucoup plus proches de ce que l'on est, et que du coup ça n'active pas forcément la question de l'importance de l'adaptation, quoique c'est un peu faux ce que je dis, mais parce que je me rends compte que la différence qu'il peut y avoir entre toi et moi sur une question culturelle, mais historique, de langue, etc., mais aussi que j'ai eu avec la mère de mes enfants, ou que je peux avoir avec n'importe quelle personne que je croise dans le cadre de leur altérité, qu'il y a quand même une grosse différence et que dans tous les cas, il faut s'adapter. Oui, mais ce n'est pas pareil de s'adapter à la différence de l'autre culturelle qui peut être riche que de s'adapter à des valeurs qui sont pas les mêmes. Donc, certes, on a une différence culturelle, nous, mais on a un accord très poussé sur les valeurs. Ça prend des formes différentes parce qu'on est différent, parce qu'on a une culture différente. Mais il y a quand même un socle de valeurs qui est commun. Oui, tout à fait. Disons que le socle de valeurs qu'il pouvait y avoir, je sais pas, il y a 200 ans, par exemple, quand tu habites un village et que tu dois te marier avec la nana de la rue, il y a 3 rues, et puis que t'as pas le choix, tu vas pas aller faire essayer toutes les filles du village donc t'en as une, et c'est celle-là, et tu t'adaptes, et t'es jaloux pour pouvoir la garder. Tout à fait, mais il y a aussi le fait qu'il y avait moins d'attentes. On n'attendait pas du couple, du mariage, qu'il soit source de bonheur. C'était plus lié à la survie. On se met ensemble pour faire mieux, pour prospérer. Pour faire prospérer aussi les familles respectives. C'est un autre type de contrat. C'est ça, on mettait quand même en commun des biens qui permettaient d'enrichir l'ensemble, le collectif. Et du coup, les hommes, ils pouvaient facilement vivre quelque chose à côté, et les femmes restaient plutôt dans une forme de frustration affective et sexuelle, il me semble. Donc, pour revenir à notre texte, on disait aussi qu'on ne part pas de l'idée automatique que les jalousies ou les insécurités obligent l'autre à des actions, à certaines actions ou à des restrictions. C'est l'exemple qu'on donnait du tango.
Oui, c'est ça, la jalousie et d'une façon générale obliger l'autre à s'adapter à nos souffrances. Oui, elles ne sont pas non plus des excuses ni des pseudo-explications pour la violence, pour l'intrusion, ni pour contrôler l'autre, ses actions ou sa vie. Parce que moi, je vois beaucoup ça dans des couples classiques, même des très jeunes, où c'est des choses où tu ne mets pas cette jupe aussi courte parce que moi je suis ton copain et ça ne me va pas. Tu vas trop plaire dans la rue et ça menace notre relation. Mmh. Et cet ordre-là, et je pense qu'on perçoit la violence maintenant de ces actes-là qui pouvaient être interprétés comme il m'aime tellement qu'il veut me garder pour lui, il veut pas que je plaise à d'autres. Mais si on pousse ça à l'extrême, on se couvre complètement. Après, ça donne des choses totalement extrêmes où on ne peut rien vivre. Donc, on dit qu'il y a une autre façon de faire et qu'on ne veut pas se restreindre comme ça. Et j'aimerais faire une petite précision. On a beaucoup parlé de s'adapter et je pense qu'il y a une nuance à poser sur la différence entre s'adapter et s'ajuster. S'adapter, on n'est pas fidèle à quelque chose en soi. On écrase quelque chose en soi pour faire plaisir à l'autre et pour partager, pour être dans le partage. Dans l'ajustement, on est conscient et on perçoit les limites de l'autre. Et on fait consciemment un effort de ne pas lui demander trop ou ne pas mettre en partage certaines choses pour le protéger. Souvent pendant un temps, souvent le temps de comprendre comment on veut être en relation, le temps l'autre il puisse aussi assimiler ou digérer le type de proposition qu'on fait qui n'est pas simple. Tu veux dire que l'adaptation engendre quelque chose de plutôt définitif, l'ajustement permet de différer dans le temps une forme d'adaptation réciproque. Et dans l'ajustement, il y a quelque chose de conscient, on est conscient de son ajustement et on le fait volontiers pour l'autre. Finalement, c'est un acte d'amour. Tandis que l'adaptation, c'est plus un acte de peur pour ne pas bousculer le partage, je dirais. Pour essayer de s'assurer le partage ou être dans l'illusion de pouvoir s'assurer le partage en s'adaptant à l'autre. Et tu disais aussi tout un point sur l'intrusion. Oui, que les jalousies ou les insécurités ne sont pas des excuses ni des pseudo-explications pour la violence, ni pour l'intrusion, ni pour se donner le droit de contrôler l'autre. Oui, c'est vrai que on a pu constater, moi je l'ai remarqué dans pas mal de trucs qui me sont apparus dans les fils d'actualité sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, de petits jeux dans les couples de surveillance ou de prank. C'était comme autorisé de surveiller. Je découvre que mon mec il a une copine et là pour ça elle prend le visage pendant qu'il est en train de dormir pour ouvrir son téléphone et je découvre qu'il a une relation et je lui joue un tour, machin, ça, comme si c'était légitime vu que on est en couple, donc on n'a rien à se cacher. Oui, il y a un amalgame énorme. Est-ce que c'est vrai à cet endroit-là? Est-ce que c'est vrai? Quand on est en couple, on n'a rien à se cacher? Je pense que dans l'idéal, quand on est dans une relation, on a le droit de choisir ce qu'on met en commun, ce qu'on raconte. Mais pour moi, maintenant où je me sens complètement en transparence et en vérité, parfois il y a des choses que je ne dis pas, que je ne partage pas, parce qu'elles ne vont pas nourrir la relation, tout simplement. Ce n'est pas pour donner une bonne image de moi, ce n'est plus ça. Et ce que je dis, ce n'est pas par souci de transparence, c'est par envie de partage. C'est très différent. Le pourquoi du comment de ce qu'on fait, de ce qu'on met en commun. Oui, et puis il y a des choses aussi qui sont pas forcément compréhensibles par l'autre. Oui. Parce que ça peut être issu de quelque chose qui est très ancien, hein, des choses qui peuvent être
non acceptable dans un modèle romantique classique. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, hein, Oui. J'ai encore un contact avec mon ex. Voilà. Bien évidemment, il se passe plus rien entre nous, mais quelque part, je la connais toujours. Dans un modèle romantique, je devrais plus avoir de contact avec elle. Donc, Oui. j'ai forcément quelque chose à cacher. Mais j'ai un peu du mal à me séparer de cette amitié qui est entre nous, et donc je devrais le cacher. Ou je serais obligé de le cacher. Mais il y a ce côté-là, faut pas que je me fasse prendre. Oui, surtout pas. Mais quelque part, il y a aussi cette légitimité de contrôle sur le jardin secret de l'autre. Et j'ai la sensation qu'à partir du moment où on a besoin d'exiger une forme de contrôle sur le jardin secret de l'autre, c'est déjà mort pour la qualité de la relation. Oui, absolument. Moi, je dirais que pour moi, actuellement, je n'ai pas besoin de tout dire parce que je sais que je peux tout dire. Donc, il n'y a plus besoin. Ce qui vient dans le partage, c'est ce qui va nourrir la relation ou ce qui me passe par la tête au moment où on est ensemble. Je me dis, tiens, ça serait intéressant de raconter ça, de partager ça. Ça dit quelque chose de moi. Ça te donne des informations sur mon état actuel aussi, comment je me sens en ce moment. Les choses que je peux partager sont liées à ces raisons-là. Il y a plus de stratégie, en fait. Il m'est arrivé un truc hier, pour faire simple, prendre un exemple qui peut illustrer ça. J'avais dans mon idée l'envie de mettre de côté les aventures d'un soir, de pas forcément les évoquer auprès de mes relations plus régulières, on va dire. Qu'est-ce que ça a d'importance? Je suis allé au cinéma, ok, j'ai vu un film, ça m'a plu. J'ai fait passer une soirée avec Nathalie, qui n'existe pas évidemment. Tu n'es pas au courant. Est-ce que ça a un intérêt que je t'en parle si ça n'a pas d'impact sur notre relation? Donc je me suis trouvé dans la situation où je me dis, finalement, j'ai fait une rencontre cette semaine avec Nathalie et on a été donc dans une intimité avec elle. Est-ce que je t'en parle ou je t'en parle? Je disais, finalement, il n'y a pas forcément d'intérêt. Puis après, je me suis rappelé que quand je l'avais revue, j'avais évoqué avec elle le fait que toi, tu venais chez moi. Attends, quand t'avais revu qui? Quand je l'avais revue, elle était revenue chez moi après le lendemain. Cette Nathalie. Cette Nathalie. D'accord. Elle était revenue chez moi le lendemain. Oui. Et je lui avais évoqué avec elle le fait que toi, tu venais ce week-end. Et je lui avais dit, si tu veux connaître Luciana, t'as qu'à passer ce week-end. Et je me suis dit à ce moment-là, mais si j'en parle pas à Luciana, il y a quelque chose qui du coup, non, finalement, ça va venir comme un cheveu sur la soupe. Oui. Et surtout que tu m'aurais présenté une personne sans que je sache qui est cette personne pour toi. Exactement. Ce qui a fait que je me suis senti dans la nécessité de t'en parler. Et donc de trouver les mots aussi pour te dire ce que j'avais vécu, parce que c'est pas forcément facile de parler d'un truc intime qui s'est passé et qui ne t'a pas concerné directement et qui pourrait apparaître dans le cadre d'une relation romantique comme une tromperie. Oui, justement, maintenant que tu parles de tromperie, il faut mettre dans le contexte tout ce que tu dis, il faut le mettre dans le contexte d'une relation qui a un contrat non exclusif. Parce que sinon, on pourrait interpréter tout ce que tu es en train de dire comme une justification de l'infidélité et de la garder pour soi. Et tout à fait. Ce n'est pas du tout ça. Non. On est dans un cadre précis où tous les deux, on est en accord par rapport au fait qu'on n'a pas un contrat ni d'exclusivité sexuelle ni d'exclusivité affective. C'est-à-dire que dans ce que tu as pu vivre avec cette personne, tu ne trahis aucun accord avec moi. Absolument. Je trahis aucun accord. Donc là-dessus, j'étais en paix sur cet aspect-là des choses, puisque il n'y a pas de raison que je ne puisse pas vivre ce genre d'événement. J'aurais pu ne pas t'en parler, j'aurais été encore en paix, sauf que j'ai enclenché quelque chose en lui proposant de venir et donc que vous vous croisiez, j'engage quelque chose de l'ordre du manque de respect de la relation entre nous, qui m'a poussé un peu dans mes retranchements à me dire je dois en parler parce que si ça arrive,
je pense pas qu'elle vienne, etc., et que peut-être entre le moment où elle me dit je vais venir et le moment où je pourrais t'en parler, etc. Mais je me suis dit finalement, je peux t'en parler parce que c'est tranquille de ce côté-là et qu'il n'y a pas d'enjeu, etc. Mais il y a quelque chose de circonstanciel, c'est-à-dire que si tu avais fait cette rencontre au moment où moi j'étais, je pense à quelque chose qui va se produire en voyage en Argentine, peut-être qu'à mon retour, on aurait eu tellement de choses à se dire que aucun intérêt à parler de cette personne qui n'est plus dans ta vie et qui ne va pas passer au moment où on est ensemble. Tout à fait. Il y a quelque chose de très circonstanciel aussi dans les informations qu'on donne ou pas. Mais il y a aussi le fait, et c'est la conclusion de cette histoire sur laquelle on va pas forcément s'éterniser, mais qui est, je vais pas passer le temps que j'ai avec toi à te raconter tout ce que je vis quand je suis pas avec toi, sauf si ça apporte quelque chose à la relation. Bien sûr. Donc c'est là que ça nécessite un tri dans ce qui est utile au lien et ce qui n'est pas utile au lien. Et ça, c'est vraiment très intéressant, en tout cas, de se poser cette question-là sur, tiens, qu'est-ce que je partage ou qu'est-ce que je ne te partage pas? Est-ce que c'est pour autant que je suis dans la cachotterie de mes infidélités? C'est là qu'on a quand même une autre façon de penser les relations non exclusives, ou en tout cas la façon romantique de pouvoir exprimer les choses qu'on vit en dehors. Oui, mais tout ce qu'on est en train de dire, pour moi, a un intérêt aussi pour des personnes qui seraient dans des relations classiques, parce que je sais pas, t'es une femme mariée, t'habites avec ton époux. Est-ce que tu lui racontes tous les détails, combien t'ont coûté les carottes quand t'es allé au marché? Et je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui tombent dans ce type de dialogue qui, certes, alimente le lien, mais qui n'est pas très intéressant non plus. Oui, et en même temps, cette même personne qui a acheté ses carottes au marché, peut-être qu'à son travail, elle a croisé le regard du comptable et que elle ne lui en parle pas non plus. Oui. Et que peut-être ça vaut la peine qu'elle lui en parle. Oui. À son mari, parce que peut-être ça l'a troublé et que ce trouble-là, elle le ramène avec elle dans son propre couple. Donc, c'est intéressant aussi dans les contrats de relations exclusives, comme tu dis, d'aborder ce sujet-là, de faire le tri entre ce qui est important pour la qualité de la relation. Et à mon sens, c'est beaucoup plus important plus intéressant de parler de comment le désir se balade. C'est un sujet beaucoup plus intéressant que le prix des carottes. Voilà. Et comment on s'écrase souvent dans la banalité des dialogues du quotidien. Et il y a une perte énorme d'authenticité, d'intimité, de partage et d'ouverture à quelque chose de nouveau. Parce que imagine qu'elle ose lui parler de ce regard du comptable. Peut-être que ça peut créer une situation érotisée entre eux avec un jeu sans passage à l'acte. Elle n'a pas besoin de coucher avec le comptable, mais juste de lui raconter ce que ça lui a fait. Ça peut venir alimenter absolument érotiquement. Non seulement ça peut l'alimenter, monogame. Absolument, mais en plus ça dédramatise beaucoup la situation parce qu'on n'est plus dans quelque chose de tiens, il se passe quelque chose en moi, je le cache, donc c'est important. Et si c'est important, ça devient dramatique. Donc ça veut dire peut-être que finalement je vais quitter mon mari pour aller avec le comptable et ruiner une famille. Au bout d'une semaine, on découvre que le comptable il est très ennuyeux et qu'il correspond au cliché. Et donc je reviens dans la famille, je m'excuse d'avoir eu cette escapade. Un grand classique, Donc moi, ça me fait penser au film qu'on a vu sur la plateforme Mubi. Le bonheur. Le bonheur de Agnès Varda, où justement, dans un moment de paix et de tranquillité avec sa compagne, sa femme, je sais plus s'ils sont mariés ou Ils sont mariés. Qu'il a une autre relation ailleurs de façon très paisible et ça se passe très bien. Après, ça se passe moins bien, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de soulagement de pouvoir dire les choses. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est « je t'aime, mais mon désir se balade ». Ce qui est une vérité de la vie pulsionnelle des humains et des humaines qu'on est. Tout à fait. Et qu'on peut se voiler la face ou on peut l'assumer. Et après, on peut décider que le désir se balade et ça reste dans les fantasmes et on est dans un cadre monogame parce que on se sent rassuré, on se sent pas capable d'autre chose. Ou on peut aller au bout de l'exploration du fait que le désir se balade et même que l'amour peut être multiple. Mais ça,
C'est ça, c'est une autre étape. Mais effectivement, accepter que l'amour se balade, c'est accepter que on peut avoir des moments de jalousie et que ces moments de jalousie nous appartiennent et n'appartiennent pas au désir qui se balade chez l'autre. Donc c'est pas à l'autre de gérer notre propre jalousie, mais c'est important de le partager aussi au même titre que de partager notre désir qui se balade. Voilà, c'est un beau résumé, une belle synthèse. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et le prochain sera le dernier de ce buffet. Ne le manquez pas et n'hésitez pas à commenter et liker, bien sûr. Même si on en parle beaucoup, nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors, pour nous soutenir dans notre travail, vous pouvez vous rendre sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions pour nous aider à assumer tous les frais et continuer à faire vivre encore longtemps ce podcast. Et si vous avez vous-même envie d'aller plus loin sur ces sujets, dans une réflexion accompagnée, dans un espace plus intime, ou simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez nous écrire à contact@encadamour.com.